Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je ralentis, réponse B, j'accélère. Alors là, tu vois, on s'approche d'un passage à niveau. Donc, effectivement, on s'approche d'un passage à niveau, donc le feu peut s'allumer à tout moment. Donc, je ralentis au cas où si le feu s'allumerait et qu'un train passerait à ce moment-là. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Un test urinaire peut être effectué par les forces de l'ordre pour détecter la consommation de stupéfiants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, c'est quoi un stupéfiant? Ça a l'air facile comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, il faut que tu saches que les stupéfiants sont classés en 4 catégories. Tout d'abord, les substances cannabinoïdes, ou appelées aussi THC. En général, ces substances sont faites avec des feuilles de chanvre. Vous avez également les substances qu'on dit opiacées. Alors, les opiacés, c'est fait avec des graines de pavot. Ensuite, on a les substances cocaïniques, en général la cocaïne, qui sont faites, elles, avec des feuilles de coca. Et en dernier lieu, on a les stupéfiants, qui sont des drogues de synthèse, qu'on appelle les amphétamines. Alors, effectivement, les forces de l'ordre peuvent, selon certaines conditions, effectuer un test urinaire pour savoir si vous avez consommé des stupéfiants ou non. Alors, ce test se présente comme cette languette blanche que vous voyez, donc avec tout à gauche THC, ensuite morphine, ça c'est pour tout ce qui est opiacé, coke pour cocaïne, et tout à droite AMP pour amphétamine. Si le test est négatif, alors il y aura 2 traits rouges. Si le test est positif, il y aura un seul trait rouge. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je dois respecter une distance de sécurité entre mon véhicule et le véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici encore une fois une question très importante car c'est un sujet qui tombe régulièrement lors de l'examen. Ici, on va parler de distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité? La distance de sécurité, c'est la distance réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par ton véhicule pendant 2 secondes. Pour savoir si tu respectes cette distance de sécurité, c'est très simple. Tu dois regarder les lignes de rive à droite.
pour respecter la distance de sécurité, il faut au moins 2 lignes de rive qui te séparent du véhicule qu'il y a devant toi. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je dois respecter une distance de sécurité entre mon véhicule et le véhicule devant moi? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je dépasse le cycliste à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici on a un cycliste à notre droite. Alors, vous devez savoir que pour dépasser un cycliste en agglomération, il faut laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Regardez bien sur le rétro-gauche. Sur le rétro-gauche, on a une moto très proche de nous. Le problème qu'on va avoir ici, c'est que si je me dépasse à gauche pour respecter l'intervalle de sécurité avec le vélo, je risque tout bonnement de percuter la moto en interfile. Donc, dans cette situation, je ne dépasse pas le vélo. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 5. Ce bouchon est celui du réservoir. Réponse A, du liquide de refroidissement. Réponse B, d'huile. Réponse C, du liquide de frein. Réponse D, du liquide lave-glace. Alors ici, ce que vous voyez, c'est le bouchon du réservoir du liquide lave-glace. Alors comment on le reconnaît, comment on le différencie par rapport aux autres bouchons? Lorsque vous ouvrez le capot, vous allez voir que vous allez avoir accès à 4 réservoirs. Alors, ce qu'on vient de voir, donc le réservoir du liquide lave-glace, avec en général un bouchon bleu et des lave-glaces, avec un petit pictogramme de lave-glace dessus. Ensuite, vous avez le bouchon du liquide de refroidissement qui est en général est noir, avec un pictogramme dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que ce pictogramme que tu vois dessus, ça correspond au voyant qu'il y a sur ton tableau de bord. Et ça, c'est quoi comme voyant? C'est le voyant qui indique que tu as un problème de refroidissement dans le véhicule. Ensuite, tu as le bouchon du liquide de frein. Le bouchon du liquide de frein, il est ici. En général, il est noir avec des pictogrammes jaunes. Et regardez ce qu'il y a comme pictogramme. Ce pictogramme, c'est quoi? C'est le voyant qui s'allume dans ton tableau de bord quand tu as un problème de liquide de frein, justement. Avec un point d'exclamation à l'intérieur pour dire qu'il y a un problème, tout simplement. Et enfin, tu as ici le bouchon du réservoir d'huile, d'accord? Et regarde le pictogramme qu'il y a dessus, c'est le voyant qui s'allume sur ton tableau de bord lorsque tu as un problème d'huile moteur. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît quel bouchon appartient à quel liquide et quel réservoir. Donc ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 6. Ce chien est bien attaché. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que vous sachiez que les chiens doivent également être attachés. Tout d'abord, pour pas
vous gêner lorsque vous conduisez, mais également pour pas que il se transforme en projectile si vous devez faire un freinage d'urgence. Alors sachez qu'il existe des mécanismes, notamment des laisses pour chiens, hein, qui permettent justement aux chiens d'être attachés en sécurité. Alors il n'y a pas que ces sortes de mécanismes qui existent, il en existe bien d'autres, notamment parfois avec des filets. Donc ici, est-ce que le chien est bien attaché? La bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 7. Le cycliste tend son bras pour tourner à gauche. Réponse A. Je ralentis et le laisse passer. Réponse B. J'accélère et je ne le laisse pas passer. Alors ici, on a une question très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est dans une configuration que vous allez souvent retrouver lorsque vous allez avoir votre permis. C'est-à-dire que là, à notre droite, on a donc une voie réservée. On ne sait pas laquelle, mais c'est une voie réservée. Sûrement une voie de bus. Et dans cette voie, on a un van, donc gris, devant nous, qui est à l'arrêt. Donc le vélo, en fait, se trouve dans une situation où il va devoir se décaler à gauche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce qu'on pourrait se dire, bon le vélo est dans sa voie réservée, moi je suis dans ma voie, le vélo se débrouille. Oui, on pourrait dire ça si c'était par exemple un véhicule. Mais là, le cycliste est un usager vulnérable. Hein, il n'a pas de carrosserie qui l'entoure. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va le laisser passer. On va le laisser passer afin qu'il puisse contourner le van en toute sécurité. Donc ici, le cycliste tend son bras pour tourner à gauche et je ralentis et le laisse passer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. La possession d'un gilet haute visibilité à bord du véhicule est réponse A, facultative, réponse B, obligatoire. En cas de non-possession du gilet haute visibilité, j'encours une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, effectivement, ne pas posséder son gilet haute visibilité à bord du véhicule est une infraction. Donc c'est obligatoire de posséder ce gilet à bord du véhicule. Alors, c'est quoi comme catégorie d'infraction? C'est une contravention de première classe qui est sanctionnée par une amende de 11 €. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 9. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je m'arrête. Alors ici, on est devant un passage piéton qui n'est pas régi par une signalisation lumineuse. Et on a un piéton qui va traverser ce passage piéton. Donc dans ce cas-là, on s'arrête. On s'arrête. Si on ne s'arrête pas, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Donc c'est une contravention de 4e classe, 135 € d'amende et 6 points en moins sur le permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. Je dois toujours actionner mes clignotants quand je quitte un stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ici, je peux quitter mon stationnement immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que je dois toujours actionner mes clignotants quand je quitte un stationnement? Eh bien oui. Il va falloir que vous préveniez les autres usagers de la route de votre intention de sortir de votre stationnement. Ensuite, ici, est-ce que je peux quitter mon stationnement immédiatement? Alors, si vous regardez le rétroviseur gauche, vous allez vous apercevoir que vous avez un vélo et un bus juste derrière. Alors ici, comment on fait pour quitter son stationnement? Ce que vous allez faire, c'est déjà, vous allez attendre que le vélo et que le bus passent. Une fois qu'il y aura personne sur votre rétroviseur, là, vous mettrez votre clignotant. Vous devrez alors vérifier votre angle mort, c'est-à-dire vérification en vision directe, et ensuite, vous allez pouvoir quitter votre stationnement en sécurité. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 11. Je suis sur la voie de gauche. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, certes, on est sur la voie de gauche. Cependant, la signalisation verticale à travers ce panneau d'interdiction de tourner à gauche, mais également la signalisation horizontale, donc le marquage au sol, où on voit très bien qu'il y a juste une flèche qui nous dit d'aller tout droit, nous interdit de tourner à gauche. Donc, ici, même si je suis sur la voie de gauche, je suis très mal placé pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Dans cette situation, je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'attends avant de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, super intéressante comme question. Déjà, tu vois ici, on est sur une route. Mais quel type de route? Bon, on est sur une route à double essence avec créneau de dépassement. Donc, créneau de dépassement, c'est la voie de gauche. Ce qu'on appelle une voie de dépassement, si tu veux. Donc la voie de gauche ici, elle sert à dépasser. Est-ce que je peux dépasser ce camion? Devant moi, j'ai une très très bonne visibilité. Je pourrais dépasser ce camion. Seulement, regarde bien le rétroviseur intérieur. On a déjà une voiture qui est sur la voie de dépassement et donc qui est en train de dépasser d'autres véhicules. Donc ce que je fais ici, c'est que j'attends avant de dépasser. Je ne peux pas dépasser ce camion actuellement. Je vais devoir attendre que la voie soit dégagée. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 13. Se déplacer en tramway. Réponse A. Augmente la pollution atmosphérique et sonore. Réponse B. Participe à l'écomobilité.
Alors, l'écomobilité, c'est quoi? L'écomobilité, c'est utiliser des moyens de transport respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, les transports en commun, comme le tramway, c'est aussi utiliser l'écopartage ou alors le covoiturage. Donc, ici, se déplacer en tramway va participer à l'écomobilité, et ça va réduire la pollution atmosphérique et sonore. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent. Question numéro 14. Je tourne à droite. Je cède le passage au véhicule venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage au véhicule venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, je vous ai mis un petit schéma de la situation. Donc, nous, on a un stop. Donc, on doit marquer l'arrêt. On veut tourner à droite. Donc, logiquement, on va devoir laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, de notre gauche. Pour l'instant, tout va bien. Alors, est-ce que je dois aussi laisser céder le passage plutôt aux véhicules qui viennent de droite? Étant donné que je tourne à droite, est-ce que c'est pertinent de laisser de céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Eh bien oui. Par exemple, un véhicule qui vient de droite pourrait par exemple doubler un vélo. Là, on a des traits pointillés, il peut doubler un vélo. D'ailleurs, il peut même doubler un vélo avec un trait continu. Donc, s'il double un vélo, il sera sur la voie. Et il faudra lui laisser le passage. Donc, est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche? Oui, réponse A. Et est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Oui, réponse C. Question numéro 15. Pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre. Alors ici, pour dépasser ce piéton, donc qui est un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre, puisqu'on est en agglomération. Alors, si tu ne sais pas faire la différence lorsque tu es en agglomération ou hors agglomération, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique pour voir le cours correctement, parce que sinon tu vas avoir beaucoup de mal à l'examen du code de la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Je roule à 100 km/h. La distance d'arrêt est de réponse A, 100 mètres. Réponse B, 60 mètres.
Alors, tu dois savoir une chose. Pour passer l'examen du code de la route, tu dois savoir calculer différents types de distances. Tu as la distance de sécurité, la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance d'arrêt sur sol mouillé et la distance de freinage. Donc, il faut absolument que tu saches les calculer, mais également qu'il y a certaines de ces distances que tu dois savoir estimer. Bon, on en revient à la question. Je roule à 100 km/h, quelle est la distance d'arrêt? Pour calculer la distance d'arrêt, c'est très simple. Tu prends le nombre des dizaines, ici 10, et tu le multiplies par lui-même. Donc 10 fois 10, 100. La distance d'arrêt à 100 km/h est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 17. La polyconsommation alcool médicaments augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, mélanger les drogues et les médicaments vont augmenter le risque d'accident sur la route. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Je peux rouler avec ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que la plaque d'immatriculation doit être visible. Dans ce cas-là, la plaque, elle n'est pas visible. Donc, tu peux être sanctionné pour carte d'immatriculation illisible. Ça, c'est une amende, c'est une contravention de 4e classe et une amende de 135 € sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. J'ai la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on arrive dans un carrefour à sens giratoire. Et comment on sait qu'on est dans un carrefour à sens giratoire et pas un rond-point? C'est tout simplement parce que le marquage au sol montre un céder le passage. Et il montre un céder le passage aux véhicules venant de gauche. Donc ici, je n'ai pas la priorité. Est-ce que je m'engage dans le carrefour à sens giratoire? Donc rappelez-vous de ce qu'on a vu dans la formation. Quand on s'engage dans un sens giratoire, il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait aucune voiture dans cette zone à gauche. S'il y a des voitures dans cette zone à gauche, je ne m'engage pas. Ici, on voit qu'il y a des voitures dans cette zone, donc je ne m'engage pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 20. Diminuer sa vitesse permet A. de moins polluer, B. de diminuer le risque d'accident, C. d'augmenter sa vigilance.
Alors, diminuer sa vitesse va vous permettre tout d'abord de moins polluer. Plus vous allez vite, plus vous polluez. Certes également de diminuer le risque d'accident, car il y a une forte corrélation entre la vitesse et l'accidentologie. Deuxième, voire première cause d'accidentologie en France. Par contre, elle ne vous permettra pas d'augmenter votre vigilance. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 21. Dans cette situation, A, je ralentis, B, j'accélère. Alors, comme vous le voyez, à gauche, on a une sorte de voiture, enfin de véhicule blanc qui est stationné. Ce véhicule blanc, déjà moi, il me gâche ma visibilité parce que je peux pas apprécier s'il y a des usagers, des piétons sur le trottoir. Et en plus de ça, ce camion, s'il y a des piétons derrière, il va être contourné par les piétons. Donc les piétons vont être amenés à aller sur la voie. Donc dans cette situation où ma visibilité est réduite, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Lors d'un accident, après avoir protégé les lieux, je dois alerter les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, surtout, n'oublie pas, lors d'un accident, on doit respecter donc, la règle du PAS, du PAS, c'est-à-dire, tout d'abord, protéger, ensuite, alerter, puis secourir. Ça, c'est vraiment du cours, tu dois le connaître vraiment par cœur. Je te conseille vivement de te former pour justement pas te tromper sur des questions basiques de cours. Une fois qu'on a protégé les lieux, donc on doit alerter les secours. Donc alerter les secours, qu'est-ce qu'on leur dit quand on les a au téléphone ? Déjà, tu dois leur donner le nombre de victimes. Ensuite, le type de victime. Par exemple, si c'est des motards, si c'est des cyclistes, ou si c'est des personnes dans leur voiture. Ensuite, leur dire si elles sont conscientes ou inconscientes. Très important. Si elles respirent ou non. Si elles ont des hémorragies aussi ou non. Donc, voilà c'est quoi alerter. Donc, ici, à la question, lors d'un accident, après avoir protégé les lieux, je dois alerter les secours. La réponse est oui. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 23. Je circule sur une route non éclairée de nuit. La visibilité est faible. J'allume donc mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, effectivement, ici, on circule sur route, c'est-à-dire soit sur autoroute, voie rapide, et celle-ci est non éclairée. Donc, afin d'être vue et de voir, on va allumer ces feux de croisement. Alors, je sais qu'il y en a certains qui diront, vu qu'on est sur route non éclairée, on allume nos feux de route. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi on n'allume pas ces feux de route? Tout simplement parce qu'on a d'autres usagers avec nous, comme vous le voyez sur la photo. Il y a des usagers, donc si on allume nos feux de route, qu'est-ce qui va se passer? On va les aveugler. Donc, pour éviter de les aveugler, on utilise nos feux de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je peux utiliser la voie de gauche pour dépasser le vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à gauche, on appelle ça une voie de stockage. Donc cette voie est réservée à ceux qui veulent tourner à gauche. En aucun cas, j'utilise cette voie, même pour dépasser un vélo. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Je tourne à droite comme le véhicule en face. Je passe avant le véhicule en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une intersection dans laquelle, en fait, il n'y a pas de signalisation qui vient gérer les régimes de priorité. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est-à-dire pas de marquage au sol, ni de signalisation verticale, c'est-à-dire des panneaux ou des feux qui régissent la priorité, alors on est sous le régime de la priorité à droite. Donc ici, on se situe à droite par rapport au véhicule qu'il y a en face. C'est donc moi qui ai la priorité. Donc ici, je tourne à droite avant le véhicule en face. La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 26. Je roule avec un moteur essence. J'utilise le pistolet. Réponse A, vert. Réponse B, orange. Réponse C, jaune. Alors, quand on roule avec un moteur essence, tu dois absolument utiliser les pistolets verts. Alors, il y en a deux, il y a le 98 et le 95. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Je suis bien placé pour aller à Nantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, non. Pour aller à Nantes, il faut que, comme le montre le panneau d'indication qu'il y a au-dessus, il faut que tu sois placé sur les deux voies qui sont à ta gauche. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Dans cette situation, je ralentis et je passe. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Pour avertir de ma présence, je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on est dans une intersection qui est régie par, ici, un stop. Donc, dans ce cas-là, je vais être obligé de marquer l'arrêt. Et pas seulement ralentir. Il faut que je marque l'arrêt au stop. Ensuite, est-ce que pour avertir de ma présence, je dois klaxonner? Non, il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. De plus, ici, on voit bien que on est dans une agglomération éclairée. Donc, les gens me verront à l'intersection. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 29. Je suis sur autoroute. Je me prépare à dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, il y a plusieurs choses. Remarque tout d'abord que dans le rétro gauche, il n'y a personne. Ensuite, en face de nous, il y a un camion. Et si tu remarques bien, il y a moins de 2 lignes de rive qui nous séparent. Donc, la distance de sécurité n'est pas du tout adaptée. Ensuite, la troisième chose qu'il faut regarder, c'est notre compteur. On roule à 113 km/h. Cependant, comme tu le sais déjà, un camion sur autoroute a une vitesse maximale de 90 km/h. Donc, ici, il y a plus de 13 km/h qui nous séparent entre nous et le camion. Donc, effectivement, on se prépare à dépasser le camion. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 30. Je tourne à droite. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme vous pouvez le voir juste à droite, il y a donc un enfant avec ses parents qui ont de grandes chances de traverser la rue. Donc effectivement, si je tourne à droite, il va falloir que je me prépare à m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Ce véhicule sort d'une voie privée. J'ai la priorité sur le véhicule. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, ce véhicule sort d'une voie privée. Donc, même s'il est à ma droite, il n'y a pas de priorité à droite. Hein? La priorité à droite ne vaut que si le véhicule sort d'une rue quelconque. Là, il sort d'une voie privée, ce véhicule. Donc, il n'a pas la priorité et je n'ai pas à lui céder la priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais.
Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 32. Avant un long voyage, je prépare mon itinéraire en listant les stations de recharge électrique sur mon trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, votre voiture électrique contient une batterie avec une certaine autonomie. Donc, avant un long voyage, bien sûr, je le prépare et je regarde les stations donc, de recharge qui se trouvent sur mon itinéraire. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. À bord du véhicule, le compteur kilométrique est réponse A, facultatif, réponse B, obligatoire. Alors effectivement, le compteur kilométrique est obligatoire à bord d'un véhicule et il faut qu'il soit en état de marche. Dans le cas contraire, c'est une contravention de 3e classe et une amende de 68 €. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 34. Je désactive le régulateur de vitesse en appuyant sur la pédale de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, comment fonctionne un régulateur de vitesse ? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Quels sont les moyens de déplacement non polluants ?
Réponse A, le vélo. Réponse B, la trottinette. Réponse C, la voiture. Alors ici, bien sûr, comme moyen de déplacement non polluant, on aura tout d'abord le vélo et puis la trottinette. Bien sûr, la voiture ne sera pas un moyen de déplacement non polluant car il émet du CO2. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 36. L'indicateur de vitesse est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, c'est une question donc de cours. Donc je vous invite à aller vous former pour pouvoir répondre à ces questions. Donc la réponse est oui, l'indicateur de vitesse est bien obligatoire dans une voiture. Question numéro 37. La ceinture de sécurité est facultative dans un véhicule de particulier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la ceinture de sécurité dans un véhicule pour particulier est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Alors, cependant, il y a des exceptions. Vous pouvez être exempté du port de la ceinture de sécurité pour plusieurs raisons. Par exemple, si vous avez un certificat médical. Alors attention, ce n'est pas un certificat médical que vous allez chercher chez le médecin de ville. C'est un certificat médical, en fait, qui est agréé par la préfecture. Vous pouvez être aussi exempté si vous conduisez un véhicule d'intérêt général, si vous conduisez par exemple un taxi, ou si vous conduisez par exemple des véhicules qui effectuent des livraisons en porte-à-porte. Voilà, donc il y a des exceptions. Mais ça concerne surtout les entreprises privées. Par exemple, les taxis ou autres. Mais sinon, lorsqu'on est dans une voiture de particulier, le port de la voiture est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Hors exemption médicale par un médecin agréé par la préfecture. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. En tournant à droite, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez, on a des piétons sur notre voie. Donc, il va falloir faire attention. Alors après, vous allez me dire, oui, mais le feu est vert. Oui, le feu est vert, certes, mais n'oubliez pas que les piétons ont une zone d'incertitude beaucoup plus grande que celle d'un véhicule. Donc, en plus de ça, regardez, dans les piétons, il y a même des enfants. Donc, il y a différents types d'usagers avec deux différents types de zones d'incertitude. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une zone d'incertitude, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. On ne va pas pouvoir en parler dans cette question. Donc la bonne réponse ici, c'est que je ralentis. Donc la bonne réponse est la réponse A.
Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Pour avoir une conduite éco-responsable, je diminue ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oubliez pas, hein, une conduite éco-responsable, c'est une conduite économique et écologique. Pour avoir une conduite éco-responsable, il est conseillé de rouler à 10 km en dessous de la vitesse maximale autorisée. Donc, pour avoir une conduite éco-responsable, je diminue ma vitesse. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Les bus ne sont pas prioritaires lorsqu'ils quittent un arrêt de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, ça, c'est une spécificité que vous devez connaître. De toute façon, ça va revenir très souvent dans les questions, vous allez voir. Alors, c'est une spécificité. Effectivement, lorsqu'un bus quitte un arrêt de bus, il est prioritaire, même s'il n'est pas sur sa voie. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.